près de 500 000 auto-entrepreneurs en France, dont un qui a la gentillesse d'être parmi nous ce soir. Kevin Salamon, bonsoir. Bonsoir Manu, merci de m'avoir invité. Alors, c'était un grand plaisir que je t'accueille ce soir sur Initiative. Déjà parce que je te connais depuis très longtemps, ou on va dire juste longtemps, puisqu'on a suivi la même formation à l'UT de Sarcelles il y a maintenant quelques années. Et puis bien sûr, pour nous faire partager ton expérience de l'entrepreneuriat et du statut auto-entrepreneur. Alors Kevin, d'abord, si tu pouvais commencer par te présenter le secteur dans lequel tu travailles. D'accord, c'est donc Kevin Salamon, je travaille. En fait, je vais expliquer mon parcours. Donc comme tu l'as dit, j'ai fait une licence en management. Et à l'issue de ma licence, j'ai cherché du travail et j'ai rencontré donc une personne, Jacques Lévy, qui m'a proposé un projet, à savoir faire de la défiscalisation. Donc il m'a dit grosso modo, voilà, tu peux gagner entre 0 et 10 000 euros. Est-ce que ça te tente de faire cette expérience? Et moi, j'ai dit banco. Donc, de quoi en fait, comment je travaille? Je travaille sur la vente d'appartements en loi défiscalisante. Donc, la plus connue là, ces derniers temps, c'est la loi Cellier. Donc, pour rappeler un peu ce qu'est la loi Cellier, c'est le fait d'acheter un appartement dans le neuf de ce fait avoir une économie d'impôt qui monte à hauteur de 25% du montant acheté. C'est-à-dire que si tu achètes un appartement à 100 000 euros, l'État te donne le droit d'économiser 25% des 100 000 euros sur 9 ans. Donc te donne le droit d'économiser 25 000 euros sur 9 ans, donc à peu près 2 700 euros par an. L'idée c'est quoi? C'est de donner la chance à des personnes d'investir dans l'immobilier sans pour autant que ça leur coûte de l'argent. Alors ça coûte toujours de l'argent, mais l'idée c'est d'utiliser ces impôts, de transformer ces impôts pour payer le crédit. C'est-à-dire que lorsque tu vas emprunter une somme à la banque pour acheter un appartement, tu vas faire un crédit et ce crédit il va falloir le rembourser. Et donc pour rembourser ce crédit, tu as plusieurs éléments parce que c'est un appartement que tu vas mettre en location. Donc tu auras un premier revenu qui seront les loyers. Et dans un deuxième temps, pour aider à payer ton crédit, l'État, au lieu de verser de l'argent aux impôts, eh bien, tu vas rembourser le crédit. Et à ce titre, eh bien, il y a une balance, il y a un équilibre, c'est-à-dire que tes dépenses dues au crédit sont équilibrées par les locataires et par l'économie d'impôt que tu fais. Donc voilà, un petit peu ce que je fais pour être assez concis. Alors justement, qu'est-ce qui a motivé ta décision de devenir auto-entrepreneur? Est-ce que ça part d'une volonté d'indépendance? Alors, ce qui a motivé le fait d'être entrepreneur, c'est le fait effectivement d'être indépendant et la possibilité de gagner de l'argent. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis en mesure de me lever à l'heure que je veux pour aller travailler. Néanmoins, c'est du travail et toujours, je suis debout à 6 h du matin pour travailler mes dossiers, pour faire un certain nombre de choses. Mais effectivement, tu es indépendant. T'es indépendant parce que tu gères ton emploi du temps, parce que c'est toi qui gères ta vie. Et si jamais tu as envie de bosser, tu bosses. T'as pas envie de bosser, tu bosses pas. Mais si tu bosses pas, tu sais que derrière, t'as pas d'argent. Donc voilà, puis c'est le fait, être dans ce milieu, c'est aussi le fait de pouvoir gagner de l'argent et d'en être fier, voilà, tout simplement. Et quelles sont les démarches justement à faire pour devenir auto-entrepreneur? Alors auto-entrepreneur, c'est relativement simple, hein. Tu sais, c'est une loi comme tu as dit, qui a été faite pour aider les gens à se lancer. Et tu vas sur le site auto-entrepreneur.fr et tu fais ta démarche. Grosso modo, tu peux créer ta petite entreprise en l'espace de 15 minutes. Et en termes de papier, en termes de procédure, d'administratif, c'est allégé parce que tu fais ça sur le net. Et comme je te disais, en l'espace de 15 minutes, tu as ton statut. Après, il faut le faire vivre. Il faut faire vivre ton statut. Et les précautions à prendre? Les précautions à prendre, disons qu'en termes financiers, il n'y a pas de grosses précautions. L'idée, c'est de favoriser la création d'entreprises. Donc, tu n'as pas vraiment de risque financier derrière. Derrière, faut que tu t'investisses et que tu bosses. Après, il n'y a pas de risque financier, si c'est ça ta question.
D'accord, c'était tout à fait ça. Voilà. Je suis ravi d'avoir répondu à ta question. T'as tout alors. compris. Alors justement, est-ce que toi tu as fait appel à des sources de moyens de financement externes, que ce soit par des banques et sociétés de crédit ou par un financement privé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans le domaine où je suis, j'ai pas besoin d'avoir un investissement de départ, c'est-à-dire que c'est plus du jus de cerveau, c'est-à-dire que voilà, tu travailles et t'offres une prestation intellectuelle et t'es payé à côté. Donc il n'y a pas vraiment d'investissement en termes de matériel. Bon voilà, t'as ta voiture pour te déplacer, mais t'as pas vraiment de besoin. Donc j'ai pas fait appel à des banques. Maintenant c'est vrai que les premiers mois c'était difficile, hein. J'ai pas touché d'argent les premiers mois. Donc en quelque sorte c'est un investissement financier parce que tu te serres un peu la ceinture, mais à côté de ça t'as pas vraiment de besoins financiers. Après, oui, si tu as besoin de te mettre à un statut d'auto-entrepreneur où tu veux acheter des choses, tu as besoin d'investissement, effectivement, il faut faire les démarches auprès des banques. La meilleure chose aujourd'hui, c'est d'avoir un business plan béton, d'avoir des idées et d'avoir un savoir-faire. Les gens aujourd'hui te suivent dans la mesure où tu apportes quelque chose de nouveau ou quelque chose sur lequel eh bien, tu sais que tu vas apporter un plus et sur lequel tu es à l'aise. Donc voilà, après, aujourd'hui en France, il y a de l'argent. Enfin, faut pas dire qu'il n'y a pas d'argent et que les banques ne financent pas. Les banques financent dans la mesure où ils savent combien ils investissent et combien ils vont gagner, hein. Le but d'une banque, c'est de faire de l'argent. Donc ils te suivent si l'idée est bonne, hein. D'accord. Et toi, tu en as perdu de l'argent dans cette affaire? Non, bon, je me plains pas, j'ai pas perdu d'argent. D'accord. Justement, en parlant d'argent, quelle est la limite de chiffre d'affaires autorisé dans le cadre d'une société Alors, statut auto-entrepreneur? la différence qu'il y a, c'est en termes de prestations. Moi, je fais de la prestation intellectuelle, donc j'ai pas besoin d'investir, j'ai pas besoin d'avoir du matériel. C'est-à-dire que moi, mon chiffre d'affaires ne devait pas excéder 32 000 euros. Parce qu'au-delà de 32 000 euros, ben, tu dépasses le statut. Donc ça, c'est pour la prestation intellectuelle. Après, pour tout ce qui est prestation matérielle, ben, à ce moment-là, je crois que c'est à hauteur de 80 000 euros. Bon, ce qui est normal parce que tu investis, donc tu as plus entre guillemets de chiffre d'affaires parce que tu vends peut-être plus, mais enfin, voilà, la grosse différence c'est ça, si tu fais de la prestation intellectuelle ou si tu vends des produits. Voilà les deux grandes catégories. D'accord. Alors, on va passer aux questions des auditeurs, puisqu'elles commencent à être nombreuses, et surtout, elles portent sur ton activité, plus que sur le statut auto-entrepreneur, à croire que les gens sont vraiment, comment dirais-je, sont vraiment intéressés par ton activité. Alors, la première question, elle est de Alexei. Penses-tu que c'est moral, justement, d'aider les gens à ne pas payer d'impôts en période de crise, sachant que, bien sûr, les impôts sont directement reversés à la communauté? Tu m'invites pour me casser, c'est ça? C'est une question d'internaute, c'est pas la mienne. Non, bah, donc en fait, la question de l'internaute, c'est est-ce que ce que je fais, c'est moral, c'est ça? Pardon, excuse-moi. Ouais, donc je te disais, la question c'est est-ce que ce que je fais c'est moral, c'est ça? C'est à peu près la question que les auditeurs doivent se poser à ce moment précis. Non, alors, donc j'ai trois choses à dire sur ce point-là. C'est que les impôts, effectivement, j'aide les personnes à pas payer d'impôts, ou du moins à transformer les impôts en patrimoine. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas immoral. Pour déjà la première raison, c'est que lorsque tu achètes un appartement, tu payes la TVA. D'accord? La TVA, c'est 19,6% de TVA. Et la TVA, c'est le plus gros revenu de l'État. D'accord? Dans un premier temps, c'est la TVA. Dans un deuxième temps, c'est l'impôt sur le revenu. Donc, l'État te dit, je te donne 25% d'économie d'impôt, mais en contrepartie, tu me reverses 19,6% de TVA. D'accord? Donc, toi, on te donne 25%, mais toi, t'en donnes 19,6%. À côté de ça, les promoteurs, ils payent sur leurs revenus, ils payent des charges, ils payent tout ça. Donc, on contribue à alimenter, je dirais, les finances françaises. Donc, est-ce que tu penses, toi, que c'est vraiment immoral de payer de la TVA et justement d'aider finalement l'État? Parce qu'on t'enlève 25%, mais de l'autre côté, t'en donnes 19,6%, et puis en plus, bon, bah, les promoteurs eux aussi payent des impôts, ils payent tout ça. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a un déficit de logement. Il y a un déficit de logement de 800 000 logements. On parle des mal logés, des sans-abri, etc. Bon, bah, il y a 800 000 logements qui manquent en France. Et aujourd'hui, ça coûterait trop cher à l'État de construire
800 000 logements, tu te rends compte, là on creuserait encore le déficit. L'idée c'est quoi? C'est que l'État s'est dit un jour, bon bah on va faire des lois incitatives permettant les contribuables d'investir, et en même temps qu'on investit, eh bien on aide justement à ne pas creuser le déficit de logement. Donc est-ce que tu crois que c'est immoral d'aider les personnes qui sont mal logées? Alors, pour répondre à ta première question, on va faire dans l'ordre. Moi déjà je trouve que la TVA est l'impôt le plus injuste en France, puisqu'il concerne toute la population, qu'importe les niveaux de revenus. Après, tu as entièrement raison dans la perception de la TVA. Je ne trouve pas ça injuste, de ce que tu as dit dans un premier lieu. Et dans un second temps, de donner des appartements, des logements à tout le monde, bien sûr, c'est le minimum que devrait faire l'État français. Donc voilà. Et le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, le premier secteur qui emploie en France, c'est l'automobile. Le deuxième secteur qui emploie après l'automobile, c'est le bâtiment. Et tu sais ce qu'on dit, quand le bâtiment va, tout va. Donc, non seulement on paye, les personnes quand ils achètent un appartement dans le neuf, ils payent de la TVA. On aide à réduire le déficit du parc immobilier. Et dans un dernier temps, on contribue à maintenir l'activité du bâtiment. Et tu sais ce qu'on dit en France, quand le bâtiment va, tout va. Donc finalement, si je résume, on a d'une part, on paye la TVA, d'autre part, on aide à contribuer à réduire les déficits de logement, et enfin, on crée aussi des emplois. Donc l'association des trois me fait dire que non, c'est pas immoral, c'est tout à fait moral. Et si aujourd'hui on peut permettre à des personnes d'avoir une résidence secondaire, d'avoir un bien locatif qui leur permettra à la retraite d'avoir une retraite. On va pas parler des retraites, mais bon, on connaît la problématique. Bon, effectivement, non, c'est pas immoral. Je pense que c'est plutôt même juste. Alors, juste avant de passer à la troisième question, je vais donner la parole à Mickaël Montadir qui a une question, je crois, à poser à Kevin. Une réaction? Non, aucune. Je ne maîtrise en aucun cas le sujet. Non, t'inquiète. Ok, c'est ce que j'avais cru. Alors, on va passer juste à la troisième question. Je crois qu'il y en a une dernière qui suivra derrière. Aujourd'hui, alors c'est une question de Joël, la seule femme qui a souhaité te répondre, en tout cas Kevin. Aujourd'hui, l'immobilier est au plus haut. Est-ce qu'il n'y a pas un côté spéculatif, justement, dans ton métier, dans ton activité? Et on sait tous où la spéculation nous a tous menés. Donc ce que tu me dis, c'est est-ce que ce que je fais finalement ça conduit pas à des dérives? Tout à fait. Hein, donc tu me dis que l'immobilier est au plus haut. Donc l'immobilier est au plus haut aujourd'hui, ok. Sauf que 10 ans en arrière, on disait aussi que l'immobilier était au plus haut. D'accord? C'est par rapport aux années précédentes. Ce que moi j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que oui, l'immobilier est au plus haut, mais il y a des raisons derrière ça. Pourquoi il y a des raisons? C'est que aujourd'hui, combien tu payes ta baguette de pain? Allez, 1 euro. 1 euro, donc tu la payes ici. À Paris. Bon, tu payes ta baguette de pain à 1 euro. Tu la payes 6 francs. 10 ans en arrière, tu payais ta baguette de pain 3 francs. D'accord? Ce n'est rien d'autre que de l'inflation. C'est-à-dire que voilà, le billet vaut moins cher, donc tu payes. Il y a de l'inflation. Bref. Aujourd'hui, voilà, le bâtiment, c'est fait de matières premières. D'accord? Donc si le pain il augmente, les matières premières elles augmentent. On est d'accord? Donc c'est tout simplement l'inflation. Donc le prix des matières premières augmente. La conséquence, c'est que l'immobilier augmente. Dans un deuxième temps, il y a un problème qui est sociodémographique, à savoir que déjà, il y a de plus en plus de couples, de ménages monoparentaux, des divorces. Donc avant, on était dans un 4 pièces. Maintenant, il y a 2 personnes dans 2 pièces. Donc il faut loger ces personnes, d'accord? Donc on a besoin de logement. Mais sauf que faut construire. Pour construire, il faut des terrains. Et les terrains, ils deviennent rares. Donc, ce qui est rare est cher. Te trompe pas. C'est un exercice périlleux. Initiative.fr, voilà, vous aurez toutes les informations sinon sur le site institutionnel gouvernement.fr/gouvernement. Le chiffre d'affaires moyen pour les auto-entrepreneurs actifs est de 3 700 € par trimestre, soit 1 233 €. En auto-entrepreneur, c'est aussi réduire leurs coûts. Et c'est une conséquence, oui, de la crise, mais si en contrepartie, ça permet à des personnes de s'épanouir, je pense que ça à prendre aussi avec des pincettes. Mais ouais, je t'accorde le fait que ça peut conduire à la dérive. Bon, en tout cas, pour ma part, moi,
ça m'a aidé. Après chacun a son expérience aussi. Merci beaucoup Kevin d'être venu pour cette première partie, pour cette première émission d'initiative. Très Tu es le bien. premier invité à être passé sur cette table. Bah écoute.